L'exploration spatiale n'est pas seulement une quête scientifique, c'est aussi une aventure profondément humaine. Une aventure qui démarre en orbite basse terrestre, à une altitude d'environ 200 km jusqu'à 1500 km d'altitude. Dans cette zone, nos satellites artificiels nous permettent de prévoir et de mieux comprendre la météo, de prévoir et de mieux comprendre la dynamique de nos océans, la fonte des glaciers, de prévoir et de mieux comprendre les catastrophes naturelles et d'aider les forces de l'ordre ou les pompiers lors de catastrophes naturelles. Cette exploration spatiale peut aussi aller plus loin, en orbite géostationnaire, le lieu où sont opérés un bon nombre de satellites militaires. Car oui, l'espace est un territoire d'exploration, mais aussi depuis quelques années devenu un territoire d'enjeux, de coopération, mais aussi de compétition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans un voyage spatial. Nous imaginons monter dans un vaisseau et partir explorer les étoiles d'une échelle la plus proche de nous, en commençant par la Lune, jusqu'à une échelle la plus lointaine et les premières galaxies de l'univers. Lorsqu'on monte dans ce vaisseau, le premier corps céleste sur lequel on tombe, la Lune. Située à une distance de plus de 385 000 km de la Terre en moyenne, la Lune est le corps céleste composé de régolithes, une roche basaltique présente aussi sur Terre. On pense qu'elle est née il y a environ 4 milliards d'années, de par la collision entre la Terre et une protoplanète de la taille de Mars. La Lune est aussi le corps céleste qui a été le terrain majeur pour l'exploration humaine en dehors de la Terre. Symbole de la course à l'espace dans les années 60, symbole du programme Apollo, la Lune a été explorée par des sondes d'exploration, mais aussi par des hommes. Et on compte d'ailleurs même y retourner avec la NASA dans le cadre du programme Artemis. L'image que vous voyez derrière moi a été prise par la sonde Lunar Orbiter, une sonde de la NASA envoyée avant les astronautes d'Apollo pour observer la Lune. C'est la première image de l'histoire où on observe la Terre depuis l'espace. Le programme Lunar Orbiter a permis aux scientifiques de la NASA d'avoir des informations sur l'influence des radiations et des éruptions solaires sur le système spatial, mais aussi de préparer les trajectoires orbitales pour les missions Apollo. Si maintenant on décide d'aller un peu plus loin, on reste dans notre système solaire interne, en partant du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, on part vers Mars, la planète rouge. Située à une distance qui varie entre 50 millions de kilomètres au plus proche, jusqu'à 400 millions de kilomètres, Mars est la planète qui est le terrain de tous les fantasmes des astronautes depuis de nombreuses années. En termes de caractéristiques, Mars, il faut savoir que sa température de nuit, moins 140 degrés, de jour, pouvant aller jusqu'à plus 20 degrés, et son atmosphère qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Cette atmosphère martienne, d'ailleurs, est extrêmement ténue, extrêmement fine, plus fine que l'atmosphère terrestre, ce qui fait qu'elle peut plus facilement faire passer les radiations du Soleil et être potentiellement dangereuse pour des astronautes qui iront un jour sur Mars. L'exploration martienne est marquée depuis des décennies par une exploration robotique. On a derrière moi le rover Perseverance, développé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ce rover, lancé en 2020, a été envoyé dans le cratère G0 sur Mars, qui est un ancien delta fluvial. Alors oui, un ancien delta fluvial parce qu'on pense qu'il y a des millions d'années, Mars abritait des formes de vie. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions d'années, Mars abritait de l'eau. En l'occurrence, dans ce cratère G0, le rover Perseverance, grâce à sa foreuse et à son laser, analyse les roches, les sédiments, car on sait que ce cratère était une ancienne rivière, un ancien delta fluvial. En complémentarité à la mission de Perseverance, on a la mission Mars Sample Return, une mission aussi dans laquelle les Européens participent. Ce sera la première fois dans l'histoire qu'on aura des échantillons d'une autre planète, pas la Lune, parce que la Lune c'est un satellite naturel, d'une autre planète qui vont revenir sur Terre et qu'on pourra étudier. Le rover Perseverance a donc pour objectif de collecter ces échantillons, les sceller, et ensuite ces échantillons seront envoyés dans les prochaines années vers la Terre.
Et ce rover a d'ores et déjà trouvé des traces potentielles de vie microbienne sur Mars. Plus qu'à les étudier. Si maintenant, on partait encore plus loin, on part dans le système solaire externe, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Derrière moi, Jupiter, une planète située à plus de 750 millions de kilomètres du Soleil, large de plus de 140 000 kilomètres de diamètre, la Terre 12 000. Jupiter est tellement volumineuse qu'elle pourrait à elle seule, on pourrait y rentrer à l'intérieur plus de 1400 fois la Terre. C'est aussi une planète extrêmement puissante, avec des vents qui peuvent aller parfois jusqu'à 700 km/h et qui durent depuis des siècles. L'exploration de Jupiter et des géantes gazeuses en général a été marquée par plusieurs sondes spatiales mythiques, américaines mais aussi parfois européennes. On a des sondes comme Pioneer, Voyager, Cassini vers Saturne, ou encore plus récemment Juno vers Jupiter. Derrière moi, Voyager. Voyager, une sonde spatiale de la NASA lancée en 1977. C'est actuellement l'objet construit par l'homme qui est le plus loin de la Terre. Il est en train de partir dans le milieu interstellaire à une vitesse de plus de 61 000 km/h. La sonde Voyager, elle est actuellement située à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Pour vous donner une petite image, si on est ici à Lansma, on prend une voiture et on roulerait à 100 km/h en direction de Voyager. Pour atteindre le point où est actuellement Voyager, il nous faudrait 29 000 ans de voyage. Alors Voyager, avant d'être aussi loin, elle est passée par les planètes géantes de notre système solaire. En l'occurrence Jupiter, ici derrière moi, sur votre gauche, on a l'approche de Voyager en 1979 de Jupiter. Et Voyager nous a permis d'avoir des informations sur les différentes bandes nuageuses de Jupiter, à quel point elles sont structurées, des informations aussi sur l'atmosphère en elle-même, sa dynamique, et on a appris grâce à Voyager que Jupiter avait des anneaux. Oui, Saturne n'est pas la seule géante gazeuse à avoir des anneaux. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des anneaux qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais grâce à Voyager, on a pu apprendre ça. Une autre information importante de Voyager, la grande tache rouge. Une tempête gigantesque présente dans l'hémisphère sud de Jupiter, qui est tellement grande qu'elle pourrait engloutir la Terre entière. Alors on s'est dit tout simplement qu'il fallait en savoir davantage sur Jupiter, et c'est à ce moment-là que la mission Juno a vu le jour. Développée aussi par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Juno, lancée en 2011, avait pour but de détailler les travaux de Voyager et de mieux comprendre Jupiter et sa dynamique. Aussi bien son champ magnétique que la profondeur de son atmosphère. Alors Juno nous a transmis des images qui sont vraiment saisissantes. Des images où on arrive à voir au niveau des pôles de Jupiter des cyclones et des tempêtes qui ont des formes spiralées, hexagonales, très structurées. Et Juno nous montre donc un monde extrême, hostile, mais qui nous permet d'en savoir plus sur le mécanisme de formation planétaire, et donc d'en savoir plus sur le mécanisme de formation de notre propre planète, la Terre. On va maintenant quitter le système solaire et aller encore plus loin. Là, on est à l'échelle galactique. Notre galaxie, la Voie lactée, à cette échelle-là, on parle en années-lumière. On ne parle plus en millions ou milliards de kilomètres, on parle en années-lumière. Une année-lumière, c'est le temps que mettrait la lumière pour se déplacer en une année, et pour arriver au point que l'on étudie. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde, et que une année-lumière, ça correspond à un peu moins de 10 000 milliards de kilomètres. Donc bon, quand on se dit ça, et si maintenant je vous dis que notre galaxie, la Voie lactée, est large de plus de 100 000 années-lumière, épaisse de 1500 années-lumière, on se dit tout de suite que, bon, voilà, les échelles sont quand même assez grandes. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y aurait plus de, entre 200 jusqu'à 400 milliards d'étoiles, donc potentiellement 200 à 400 milliards du système planétaire. Mais pendant notre voyage, nous, à bord de notre vaisseau, on va partir de notre environnement galactique, à une échelle de quelques dizaines d'années-lumière jusqu'à plusieurs milliers. En se déplaçant, on tombe sur une étoile, à quelques centaines d'années-lumière de la Terre. C'est Kepler 186. Cette étoile est en partie masquée
périodiquement par une de ces planètes. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un transit planétaire. On va donc utiliser ce transit pour étudier la composition atmosphérique de la planète. La lumière qui part de l'étoile, qui traverse l'atmosphère de la planète et qui arrive jusqu'à notre vaisseau, notre outil, c'est grâce à cette lumière-là qu'on va pouvoir en savoir davantage sur la composition atmosphérique. Est-ce que cette planète comporte de l'eau? Est-ce que cette planète est habitable? Plein de questions qui sont encore aujourd'hui au goût du jour. On a donc un spectre lumineux, qui est donc la décomposition de la lumière par les différentes longueurs d'onde. Dans ce spectre lumineux, chaque espèce chimique présente dans l'atmosphère de la planète qui était en transit va laisser une trace dans le spectre, ce qu'on appelle une raie spectrale. Ces raies spectrales nous donnent donc des informations sur quel type de molécules sont présentes, potentiellement du méthane, de l'oxygène. Cela dépend aussi de la planète et de son système planétaire. Ce qu'on sait sur Kepler 186f, qui est une planète dans le système solaire de Kepler 186, c'est que c'est une planète qui est rocheuse comme la Terre, donc tellurique, une planète où une année dure environ 187 jours, et une planète qui est dans la zone habitable par rapport à son étoile, c'est-à-dire qu'elle est située à une distance parfaite pour que l'eau liquide puisse se développer à sa surface. Donc c'est une candidate prometteuse pour potentiellement abriter la vie. On va rester dans notre galaxie et on va décider d'aller explorer d'autres corps célestes. On part maintenant à 525 années-lumière de la Terre. On a ici le mélange parfait entre une nébuleuse et la formation d'un système planétaire. Une nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière composé d'hydrogène et d'hélium dans lequel les étoiles naissent. Notre Soleil, par exemple, est né dans une nébuleuse. Et toutes les étoiles de l'univers, pareil. On a ici donc une nébuleuse, mais pas n'importe laquelle. Ce que vous voyez ici, mesdames et messieurs, c'est un système solaire en train de se former. La zone sombre que vous voyez autour de la zone lumineuse, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion planétaire. Donc c'est le disque dans lequel les différentes roches, les différentes planètes sont en train de se former. Et la zone qui est lumineuse au centre de la structure, c'est l'étoile jeune qui est en train de former son système planétaire. Notre système solaire, il est environ 4,5 milliards d'années, ressemblait donc littéralement à ça. Si on partait encore plus loin, à 8000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation de la Carène, on a la nébuleuse de la Carène. Cette image que j'ai mise en vidéo est une image prise par le télescope spatial James Webb de la NASA. Cette nébuleuse, c'est l'une des zones les plus actives en termes de formation d'étoiles dans notre galaxie. La nébuleuse de la Carène, elle est large de plus de 300 années-lumière. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la distance Terre-Lune est environ de 380 000 km. La largeur de la nébuleuse de la Carène, c'est environ 230 millions de fois cette distance. Et dans cette zone, on a tout simplement la gravité qui prend le dessus et qui forme des étoiles. Étudier ce type de corps céleste, c'est aussi étudier leur environnement. Les étoiles qui sont environnantes, supergéantes, et leur influence sur la nébuleuse. On va partir maintenant encore plus loin, pour la dernière étape de notre voyage. Et là, on est dans le milieu intergalactique. Car oui, notre galaxie, la Voie lactée, comme je vous l'ai dit, elle est composée de 200 à 400 milliards d'étoiles pour une galaxie, la nôtre. Mais des galaxies dans l'univers observable, il y en a 2000 milliards. Donc quand on sait ça aussi, forcément, on peut se dire qu'on n'est pas seul dans l'univers. Mais une des spécificités de ces distances, de cette échelle, est qu'on est dans le milieu de la science des mouvements. On n'est plus dans la science des lumières, mais la science des mouvements. On va observer le mouvement des corps célestes, des galaxies, et mieux comprendre, grâce à leur mouvement, d'où ils viennent, où ils partent, et aussi avoir des informations sur leur composition. Par rapport à leur mouvement, ce que je vous demande d'imaginer maintenant, c'est une ambulance qui est ici, on va dire, devant l'ANSMA. Quand cette ambulance s'éloigne de nous, on a le son de l'ambulance qui devient de plus en plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc les ondes sonores vont s'étirer à mesure que l'ambulance s'éloigne. Pour la lumière, c'est la même chose. Lorsqu'on a une galaxie située à X années-lumière, ces composés, ces molécules, les raies spectrales de ces molécules, leurs traces dans le spectre vont être décalées. Quand c'est décalé vers le rouge, ce qu'on appelle un redshift, ça veut dire que la galaxie s'éloigne, que le corps qu'on étudie s'éloigne.
Quand c'est décalé vers le bleu, l'inverse, il se rapproche. Donc maintenant, on récupère notre vaisseau et on sort de notre galaxie. La première chose qu'on voit, c'est ça. Ça, c'est notre voisine cosmique, la galaxie la plus proche de nous, en dehors de nos galaxies satellites, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est située à plus de 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Et Andromède, on a repéré que les raies spectrales de ces molécules se décalaient vers le bleu, ce qui veut dire qu'Andromède nous fonce dessus. Et Andromède nous fonce dessus à une vitesse de plus de 430 000 km/h. Mais bon, c'est une galaxie qui est extrêmement loin. Tellement loin qu'au final, elle va rentrer en collision avec notre galaxie, la Voie lactée, dans environ 4,5 milliards d'années, et former une gigantesque galaxie elliptique. Si on partait encore plus loin, pour la dernière échelle de notre voyage, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'imaginer ici à Lancema un grain de sable posé devant moi. Un grain de sable que je tiens à bout de bras. On imagine une nuit nocturne. Voilà, c'est la nuit, il y a les étoiles. Un grain de sable que je tiens à bout de bras et que je vais pointer vers le ciel. La portion du ciel qui est masquée par mon grain de sable, moi à l'œil nu, qu'est-ce que je verrai? Pas grand-chose. Mais un télescope comme le télescope spatial James Webb de la NASA, ce qu'il voit, c'est ça. Il voit plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Cette image, on appelle ça un deep field, donc un champ profond. Ce qu'on observe au centre de l'image, c'est tout simplement un amas galactique, un amas extrêmement massif. Et donc le télescope a pointé vers cet amas, et on arrive, grâce aux instruments du télescope, à observer des milliers de galaxies situées autour et en arrière, derrière l'amas, par rapport au point de vue terrestre. Les galaxies très rougeâtres, donc on a un décalage vers le rouge de leurs molécules, sont des galaxies situées extrêmement loin, parfois à 13,2, 13,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc quelques millions d'années après le Big Bang. Grâce à un télescope comme le James Webb, on arrive à observer des galaxies situées extrêmement loin et observer les premières structures de l'univers. On arrive aussi à voir au centre de cette image des galaxies comme déformées, courbées. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'antigravitationnel, théorisé par un certain Albert Einstein. L'amas galactique situé au centre, très blanchâtre, est tellement massif qu'il va déformer l'espace-temps et déformer même les rayons lumineux, les photons qui vont partir des galaxies situées derrière lui et arriver jusqu'à notre œil dans le télescope. Donc voilà, on a différents phénomènes dans une seule image. Et donc ce champ profond nous permet d'avoir une cartographie détaillée de l'histoire de l'univers, mais aussi de permettre des théories du XXe siècle d'être vérifiées. Alors mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre voyage, et en partant de la Lune, en passant par Jupiter, la nébuleuse de la Carène, la galaxie d'Andromède, ou encore là, les premières galaxies de l'univers, une chose que je me dis, moi, c'est que, à tout ça, une phrase me revient, qui est une phrase de Carl Sagan, qui est que, quelque part, quelque chose d'incroyable attend à être découvert. Merci à tous.